Yippee yippee matin. L'émission qui réveille tes neurones en douceur. Eh bien, re-bienvenue dans notre émission Yippie Matin. C'est la deuxième partie de cette émission qui est dédiée à l'écoute avec Catherine et Anne. Si vous avez envie d'apprendre un petit peu plus sur le sujet, nous vous invitons à aller regarder la première émission sur le sujet. Et pour cette deuxième émission, nous allons parler un petit peu de comment développer son écoute personnelle, comment faire en sorte d'avoir justement des astuces pour, tiens, je peux développer mon écoute et comment je peux donner la parole à l'autre et ouvrir un peu plus grand mes oreilles personnelles. Je vous donne la parole, les filles. Eh bien, écoute, pour s'écouter soi-même, déjà, comme on l'a dit, allez voir l'épisode précédent. Comme on l'a dit, il faut déjà être bien. Voilà, il faut déjà être bien. Euh, et ensuite, je dirais, je vais donner ma recette personnelle. J'en ai trois en tête, mais ma recette personnelle, c'est d'écouter ses émotions. Qu'est-ce que je ressens? Parce que une émotion, en fait, elle est là pour passer un message. Voilà, que ce soit une émotion agréable ou désagréable, elle est toujours là pour nous passer un message par rapport à nos besoins. Et quand on reçoit cette émotion-là, un petit peu comme on aurait un Jiminy Cricket qui viendrait sur notre épaule pour nous parler, elle nous parle d'un besoin qui a envie d'être vu. Et, et quand ce besoin est vu, eh bien, l'émotion peut s'apaiser. Par exemple, Je vais être, je vais donner un exemple parce que sinon après je parle, je suis très 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 haut. Euh, je suis en colère. Je suis en colère parce que parce que ça s'est pas passé comme je le voulais et là en fait ça titille quelque chose à l'intérieur qui fait remonter des émotions bien désagréables et et si je vais en fait faire un tout petit pas de côté pour écouter mon besoin associé, ben peut-être que j'avais besoin d'être écoutée, peut-être que j'avais besoin de partager des choses. Peut-être que j'avais besoin de rester en lien. Peut-être que j'avais besoin de me projeter. Et que ça s'est pas passé comme je le voulais. Mais rien que d'aller voir ces besoins-là et de se dire, ah, ce sont des beaux besoins, en fait, que j'avais. Et même s'ils sont pas nourris, ils sont vus. Il y a un En fait, côté où si on comprend pas ses émotions, c'est pas forcément évident quand même de s'écouter je soi-même. suis d'accord. Et c'est, en fait, par là que j'ai commencé, c'est-à-dire, je remets toujours au burn-out, mais en fait, ça a vraiment transformé ma vie. C'est-à-dire que j'ai, je me suis formée à la communication non violente pendant mon burn-out pour comprendre. Parce que quand j'étais en burn-out, c'était je vais bien, je vais pas bien. C'est tout. C'était les deux seules émotions. Et après, en fait, j'ai découvert un monde d'émotions, de besoins, de vocabulaire, en fait, qui me manquait. Parce que c'est une palette tellement incroyable, les émotions, que quand on les invite dans sa vie, eh ben, c'est comme si on invitait beaucoup plus de liberté par rapport à la compréhension de soi-même, des autres, et on comprendra jamais vraiment les autres puisqu'on n'est pas à leur place, mais simplement créer des potentialités de compréhension. C'est vrai que si on n'a pas le vocabulaire, c'est compliqué. Moi, ce que je donne souvent, parce que j'ai quand même beaucoup de clients qui sont masculins, qui ont du mal avec cette écoute des émotions, parce qu'on leur a pas appris, on leur a pas redonné ce vocabulaire, je leur apprends souvent à exprimer des choses avec des adjectifs. De rester un peu grammatical d'une certaine manière, c'est-à-dire leur dire je me sens, et derrière il faut mettre un adjectif. Je me sens grisé, je me sens enthousiaste, je me sens heureux, je me sens raplapla, je me sens triste, je me sens... Et tout d'un coup, cette espèce de panel des adjectifs va leur donner la place de pouvoir dire beaucoup de choses, avec leur vocabulaire dans un premier temps, et puis petit à petit, en fait, au travers de la thérapie, de leur apporter cet éventail, en fait, d'informations, leur dire, bah voilà, il existe d'autres adjectifs
adjectifs qu'on peut utiliser. Moi, ce que je vois de toi là à l'instant présent, j'ai l'impression que tu es comme ça. Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu as l'impression d'être comme ça? Et en fait, on va enrichir en fait le vocabulaire émotionnel d'une personne en lui apprenant quand même au départ à déjà essayer par lui-même de s'écouter et de donner comment dire, cette couleur intérieure qu'ils ont. Pour moi, c'est vraiment une école de l'observation de soi, en fait. Ce que vous dites, c'est de l'observation des émotions. Euh, Moi, j'aime beaucoup le traduire dans l'observation des ressentis au niveau bah, du corps, en fait. Mhm. Est-ce qu'à un endroit, est-ce que tu sens une tension? Est-ce qu'il y a quelque chose qui monte plus dans une certaine zone du corps, etc. Et je vais encore prendre cet exemple avec les chevaux, mais par exemple, s'il y a une tension, une comment dirais-je, j'ai envie de dire presque un désalignement de quelque chose qui a été touché, qui gêne, il y a très vite une zone de crispation qui va se créer dans le corps. Et j'ai la chance d'avoir une jument qui est hyper sensible et qui voit le moindre truc et qui le sent et qui est en mode oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, partage d'expérience quand je lui ai appris des choses parce que voilà, il y a une histoire avec cette jument. Et en fait, ça a été très challengeant dans le sens où elle était au niveau émotif, c'était plus, plus, plus. Et du coup, bah, il y a besoin d'avoir une encre, en fait. Et si moi, j'observais qu'il y avait quelque chose qui montait en moi, ou que je sentais commencer à avoir une micro-tension quelque part chez moi, donc, d'où l'importance de s'observer et d'être hyper conscient, des limites d'avoir une espèce de posture un peu satellite en se disant, attends, j'observe, en même temps que je vis la chose, je l'observe en même temps, et de dire, ok, attends, non, là, il y a un truc qui va pas, je préfère mode, ok, stop, on arrête, on fait une pause, je respire un coup, je me remets en posture où c'est OK pour moi de pouvoir ensuite l'emmener vers autre chose. Ça, c'était effectivement, enfin, c'était avec elle. Pour moi, c'est pareil dans un accompagnement, dans cette posture pour avoir cette écoute, j'ai encore une fois besoin d'écoute de moi, euh, mais vraiment de transmettre en fait à autrui comment est-ce qu'on peut avoir cette posture d'observateur et d'être totalement transparent. On n'a rien à gagner, perso, je trouve, à cacher des choses au niveau de notre propre ressenti intérieur parce qu'à un moment donné ou un autre, ça va ressortir d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense que, comme tu le disais effectivement, Catherine et Martine aussi, ok, apprendre à mettre des mots, des adjectifs, des ressentis corporels, mettre un nom sur une émotion, qu'importe la manière ou la porte d'entrée par laquelle on passe, c'est hyper important de pouvoir s'observer, d'avoir conscience de ce qui se passe, et surtout dans un espace d'accueil, en fait. C'est OK de ressentir tel ou tel truc, de sentir une tension dans une épaule, d'avoir un truc qui se crispe. OK, d'accord, bah c'est là, en fait. OK, bah qu'est-ce que t'en fais? Et pour moi, c'est vraiment ça qui permet ensuite, par cette conscience de soi, de pouvoir, euh, quand on est face à autrui, après, vous me direz les filles, comment c'est pour vous, que ce soit enfin, dans les différents types d'accompagnement ou même dans la sphère perso, on a dit, OK, quand tu écoutes quelqu'un parler, j'ai le droit d'avoir, j'aime bien appeler ma petite secrétaire. C'est une amie qui m'a transmis ce mot et puis j'aime bien, du coup, cette petite secrétaire qui va noter, attends, là, je sens une tension quelque part, je sens machin, mais je le note, mais pour plus tard ou je note des idées éventuellement, mais pour plus tard. Et du coup, de garder cet espace en fait ouvert avec la personne pour garder cette qualité d'écoute. Et ça ne veut pas dire que je suis en capacité d'écoute, qu'il ne se passe rien pour moi. Donc, comment je sais pas comment est-ce que vous vivez les filles. On le disait déjà un petit peu dans le précédent épisode, ce qui était assez intéressant. Déjà, il y avait deux choses. Il y avait la curiosité, une forme de curiosité qu'il faut avoir pour développer son écoute. Il y a peut-être autre chose aussi dans le fait, c'est de se réconcilier avec les silences, qu'on a dit aussi dans notre précédente émission. Et comme vous le dites toutes les deux, et je suis 100% d'accord avec ça, c'est effectivement, si on veut avoir une meilleure écoute, quelque part, il faut avoir une super écoute de soi-même. Il faut soi-même accepter l'idée que pour bien entendre les autres, il faut déjà savoir bien s'entendre soi. Je pense que c'est une façon de faire aussi le tri de son bruit intérieur pour ne pas couvrir le bruit de l'autre. C'est-à-dire, tiens, là, je suis en train de perdre de l'attention à l'égard de cette personne. Ok, note-le, t'as perdu de l'attention, c'est pas grave, mais là, reconnecte-toi. Et cette super écoute, elle va permettre de se dire, tiens, en fait, j'ai perdu de l'attention. Et c'est là où on va pouvoir se reconnecter si on le perd, parce qu'on est susceptible, on n'est pas des micros tout ouverts 100% du temps, même en tant que thérapeute. Du coup, on a besoin aussi justement de ce côté de des fois se reconcentrer, se remettre dans la discussion ou se remettre dans l'échange. Donc ça devient d'autant plus intéressant de bien s'écouter soi-même pour justement calmer le bruit intérieur, calmer cette espèce de choses. Donc se sentir, comme on l'a dit, à l'aise avec le silence, se sentir curieux. Je pense qu'il y a aussi un truc qui est important dans l'écoute, c'est
Des fois aussi, écouter comment on s'écoute. C'est subtil. En gros, des fois, je suis en train d'écouter la personne et ma tête s'incline doucement. Je commence à avoir cette pause un petit peu de oh, le pauvre ou la pauvre. Et c'est cette écoute de tiens, en fait, mon corps est en train de refléter quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Et je suis en train d'écouter la personne et ce que j'écoute de la personne est en train de provoquer chez moi aussi une attitude. Et cette attitude, en fait, elle va avoir un écho sur la personne en face. La personne va voir qu'on est en train des fois de s'apitoyer. Elle va voir en fait ça. Et tout d'un coup, on va voir qu'en fait, elle va changer son discours. Elle va plus être en mode où elle va nous parler de ce est douloureux pour elle, mais tout d'un coup, elle va se mettre dans la situation. Elle est en train d'essayer de nous rassurer, nous, alors que c'est pas nous rassurer, hein. En tant que thérapeute, on n'est pas là pour être rassuré. C'est pas notre travail. Donc, des fois, s'écouter soi-même, c'est vraiment jouer cette espèce de jeu de tiens, en fait, il est en train de dire quelque chose, ça a un effet sur moi, et puis tout d'un coup, il a changé de discours. Est-ce que c'est parce que c'est moi qui ai changé quelque chose? Et du coup, ah oui, j'ai changé quelque chose, tiens, je vais me redresser, je vais me mettre en mode et je vais le relancer en fait sur ce sujet, genre qu'est-ce que ça vous a fait ressentir, etc., pour les aider en fait à plonger dans ce ressenti. L'écoute, c'est vraiment un dialogue. C'est quelque chose d'extrêmement, c'est pas se poser et écouter. Et c'est un peu ce que j'ai trouvé assez frustrant quand j'étais à l'école où les professeurs ils disaient toujours, mettez-vous sur votre bureau, ne bougez pas, ne faites rien en même temps, écoutez et ingurgitez. Et en fait, c'est pas ça, c'est pas du gavage en fait, l'écoute. C'est vraiment une situation de dialogue, réellement, l'écoute. C'est une espèce de dialogue avec l'autre, avec soi-même, avec son intérieur et avec ce que soi-même on peut donner à l'autre. Je sais pas ce que vous en pensez, les filles. Oui, et ça me fait penser à une chose importante que tu disais, Anne, et que tu viens de redire, Martine, d'une autre façon. Euh, S'écouter soi. euh, alors oui, il faut du vocabulaire, oui, il faut être un tout petit peu outillé. On peut commencer par les ressentis du corps pour nous mettre sur la piste, mais je pense qu'il y a aussi une clé qu'on se donne pas forcément, c'est s'autoriser. Je parlais de la colère tout à l'heure. Et j'ai quelque chose en moi qui dit la colère est mauvaise conseillère. C'est pas bien d'être en colère. Tu peux être triste, mais pas en colère. Et le fait de m'autoriser à être en colère, euh, pas, j'explose pas, hein, mais c'est à l'intérieur, eh bien, c'est déjà un pas. Et je pense que les personnes qui nous écoutent là, de temps en temps, s'autoriser à être soi, ou un peu plus soi, l'humain qu'on est, et qui a le droit aussi d'avoir des émotions qui sont pas autorisées par l'éducation qu'on a reçue, eh ben, c'est déjà un pas vers soi et vers plus de transparence, d'honnêteté, de vérité dans nos émotions propres. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis, Catherine, parce que pour moi, ça touche un peu du doigt la notion de jugement, du disant non, ça c'est pas bien, donc un peu cette polarisation de ça c'est acceptable, mais acceptable, j'ai envie de dire, aux yeux de qui et de quoi, enfin, qui c'est qui a posé ces règles déjà. Et du coup, de ah non, j'ai pas le droit d'être en colère parce que c'est vrai bien. Bah ok, bah peut-être ça peut être intéressant d'aller regarder en quoi, enfin, des fois c'est carrément utile, nécessaire, voire de pouvoir incarner cette colère. Et donc, du coup, peut-être que comme on disait avant, il y a des choses qu'on ne s'autorise pas forcément à vivre parce que oulala, ou alors le oulala qui peut faire peur, ou oulala, voilà, il y a toute une histoire qui vient derrière. Et oui, je suis 100% sûre que le fait de s'autoriser à vivre telle et telle chose, ça amène d'autres clés. Parce que c'est pareil dans cette posture d'écoute. euh, Si par exemple tu juges que la colère c'est oulala, c'est pas bien, comment est-ce que tu veux être en capacité d'écouter et d'offrir un espace d'écoute face à quelqu'un qui pète un plomb littéralement face à toi alors que bah tu peux pas, parce que oulala, il est en colère, je sais pas mieux. Bref, Mm. voilà, il y a un truc qui fait que dans la capacité d'écoute, je pense qu'il y a vraiment besoin d'avoir une espèce d'ouverture sur beaucoup de choses en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, je pense que la colère, ça fait partie de ces éléments en fait stéréotypiques en plus où il y a la colère ressentie et il y a la colère agie. Et c'est deux choses différentes. Il y a la colère où on est en mode où bah, on est en colère, on peut le dire. Il y a des choses qui me mettent en colère régulièrement. La politique qui se passe outre-Atlantique ou la politique qui se passe même dans mon propre pays me met très en colère. Ça ne m'empêche pas de ne pas rentrer dans la colère agissante, c'est-à-dire agie. C'est-à-dire de ne pas taper sur des objets, de ne pas crier, de ne pas monter en tension. Parce que justement, le principe de cette émotion, c'est que si on l'écoute bien, elle n'a pas besoin
besoin d'être agi avec violence. C'est une émotion qui a juste pour but de nous donner cette information de j'ai besoin de remonter énergétiquement parce que cette chose me plombe. Et c'est ça ce qu'elle dit, la colère. Donc, quelque part, l'écoute, c'est aussi d'aller jusqu'au point de se dire, tiens, en fait, je suis en train d'agir là, alors qu'en fait, c'est pas agir que je devrais faire. Dans un premier temps, déjà, c'est comprendre. Comprendre qu'est-ce qui se passe en moi et qu'est-ce qui est au fond de moi. Donc oui, vous avez pris l'exemple typique de la colère, comme moi, qui est un exemple que j'adore, et que je pense que dans le cadre thérapeutique, en plus, une émotion qu'on aborde assez peu, finalement. On est obligé un petit peu de titiller les gens pour qu'ils arrivent à sortir leur colère, parce que même ça, on a honte, en fait, de dire que ça nous a mis en colère. Et en fait, de se rendre compte que l'espace thérapeutique, c'est un espace dans lequel on peut dire, bah si telle personne, elle m'a mis en colère à cause de ça et pour ça, et c'est normal d'être en colère, bah c'est génial. Et on peut être en colère avec ce calme-là. Effectivement, on peut Mhm. vraiment être en mode, ah, ça me saoule, la personne, elle m'a vraiment tapé sur le système. On va râler un petit peu, mais pas être en mode où c'est tout feu, tout flamme. On peut faire un vrai petit feu émotionnel. C'est assez intéressant. Donc, du coup, là, on est en train un petit peu de défricher des choses pour bah, nos auditeurs, un petit peu, donc pour améliorer leur qualité d'écoute. Et du coup, j'aimerais un petit peu parler de cette notion de comment fluidifier aussi un petit peu sa relation à l'écoute. Parce que justement, le but, c'est d'aider nos auditeurs à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des moments où on s'écoute pas. Qu'est-ce qui se passe dans une personne lorsqu'elle s'écoute pas et quand elle écoute pas les autres? Hmm. Fait des nœuds. Hmm. Fait des nœuds avec son cerveau pour essayer de d'analyser, de catégoriser. Disons qu'en fait, on a quand même un cerveau qui aime bien mettre tout dans des cases. Et mettre tout dans des cases, bah, c'est tranquille après, hein. T'es dans ta case, t'en bouges plus. Et on peut passer à autre chose. Et quand il s'agit ben, d'écouter, comme on disait tout à l'heure, on n'est pas obligé de tout savoir. On va poser des questions pour comprendre. Alors certes, pour ensuite mettre dans des cases, mais au départ, pendant le, le moment d'écoute, on est dans j'accueille l'inattendu. J'accueille l'autre dans ce qu'il va faire de d'imprévu, ce qu'il va partager de ce que je ne connais pas. Et, euh, et c'est vrai que commencer par moins interpréter, parce qu'on sera toujours à côté de la plaque, et au contraire poser ces petites questions dont tu parlais, Martine, de je clarifie, comme j'ai pas saisi, ou je fais un reflet simplement pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, mais ça donne déjà un premier élément. Je sais pas ce que vous en pensez. Essayer de comprendre parfois ce que l'autre est en train de comprendre, c'est aussi ça, c'est cette écoute, c'est se dire bah, je vais écouter aussi ce que tu penses que je pense. C'est-à-dire de me mettre dans la situation de est-ce que tu as peur de ce que je vais interpréter, est-ce que tu as peur de ce que je vais comprendre de ce que tu es en train de dire, est-ce que je vais l'écoute c'est tellement quelque chose de subtil et à la fois finalement quelque chose de simple. C'est-à-dire d'essayer de clarifier la compréhension, de ne pas rester dans la situation de l'incompréhension, de ne pas non plus camper sur le fait de parce que j'ai compris quelque chose, alors c'est moi qui ai raison. C'est pas l'autre qui est en train d'exprimer quelque chose. C'est moi qui, parce que j'ai interprété, j'ai mis une couche. J'aime beaucoup ce que tu dis hein, sur cette notion de sortir de l'interprétation, avoir cette acceptation de curiosité et d'inattendu en fait. Justement, c'est la notion d'inattendu, des fois, qui peut être hyper flippante, en fait. Parce que pour certaines personnes, de dire, en fait, tu sais pas, c'est rassurant le contrôle. Donc, du coup, d'être dans un espace d'accueil, tu sais pas du tout ce qui risque de sortir, en fait. Et je pense qu'il y a cette part-là où de dire, en fait, la capacité d'accueillir un peu l'imprévu, de dire, ok, ah ouais, celle-là, je l'ai pas vu venir, ouais. Bah, ok, qu'est-ce que ça vient après, ça, c'est notre propre responsabilité quand c'est nous qui sommes justement écoutants, de dire, ok, voilà, je vais voir, je me mets ça pour un peu plus tard, c'est la secrétaire qui gère là, de dire, ok, on ira regarder ça un peu plus tard, euh, et ça doit quand même pas perturber au point de gâcher un peu, on va dire, cette relation d'écoute qui est importante dans une relation, parce que pour moi, l'écoute a une place essentielle dans une relation. Pour moi, c'est un signe de confiance, ça pose vraiment des grosses bases, en fait, hein, pour la relation sur le court ou long terme, hein, qu'importe, mais des fois, juste le fait dans une thérapie, par exemple, d'avoir une fois cette capacité d'écoute, ne serait-ce qu'une fois, ouais, ça peut déjà faire bouger pas mal de choses. Donc oui, je dirais cette capacité à gérer l'imprévu, c'est quelque chose de... Je peut être pense que challengeant. c'est aussi l'écoute, c'est aussi savoir à quel moment est-ce qu'on peut justement créer de l'interaction. C'est-à-dire que
l'écoute, c'est pas seulement de l'écoute de l'autre, hein. Des fois, c'est aussi l'écoute de à quel moment l'autre nous laisse une place pour pouvoir répondre aussi. Parce que l'écoute, c'est aussi une façon de se donner de la place à soi-même aussi, hein. De se dire, bah, tiens, en fait, là, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour pouvoir dire ça. C'est le bon moment peut-être pour aborder ça. C'est aussi, bah tiens, voilà, la personne, elle est à sec, elle a plus rien à dire. Ou elle est vraiment en mode où elle a du mal en fait à sortir quelque chose, on voit qu'on va nulle part. Donc on va l'aider en fait à sortir quelque chose d'un peu plus constructif, mais dans sa vie de tous les jours, les couples, les relations intrafamiliales, les relations professionnelles, on n'est pas là pour faire de la thérapie, on est là pour faire du travail. Mais on est obligé de développer son écoute, on est obligé de se mettre dans la situation, on a besoin d'entendre ce que l'autre il a à nous dire, on est obligé de faire en sorte que l'autre il nous entende aussi quand on a besoin de dire des choses, on communique des informations, on est obligé de vérifier si la personne elle a retenu de l'information, on est obligé de demander du feedback. On est obligé de donner du feedback aussi à la personne en face pour savoir si l'information est transmise. On se transforme un petit peu en mode postal, entre guillemets, d'information. Et c'est là où l'écoute, elle est nécessaire enfin, il est nécessaire de la développer, ne serait-ce que pour se dire, bah tiens, cette telle personne, elle est rentrée dans mon bureau pour me donner telle information, bah c'est que c'était peut-être important pour elle. Donc de se mettre dans la situation, bah tiens, en fait, je vais considérer que la personne, elle a quelque chose d'important à me dire. Et puis, il y a aussi de se mettre dans la position dans le couple aussi, hein, c'est souvent ce sujet, hein, c'est un sujet que je vois souvent en thérapie de couple, en tout cas, c'est beaucoup madame qui dit oui, mais il m'écoute pas. Et de l'autre côté, c'est monsieur qui est en mode genre, bah si, j'écoute, mais je peux pas tout écouter. Hein, cette notion de se réconcilier en fait avec ça. Bah déjà, quand on parle les uns avec les autres, moi j'ai une astuce, hein, je le dis, c'est donner le degré d'importance de ce qu'on est en train de dire à l'autre. On peut pas mettre tout sur le fait de ça, c'est hyper important. Ça, c'est pas Mm, important. Si c'est pas important, ça veut dire que je vais devoir le répéter. Il mm, faut accepter l'idée qu'il va falloir le répéter, parce que l'autre, il se peut qu'il l'ait pas retenu. Et puis si c'est important, là oui, il faut vraiment qu'on soit en mode où l'autre, on veut qu'il l'entende. Donc si c'est important, on va mettre l'autre dans le cadre de l'écoute. On va l'aider à nous écouter. On va lui demander, est-ce que tu peux poser ton téléphone? Est-ce que tu peux te sortir de l'écran dans lequel tu es? Est-ce que tu peux te mettre face à moi? Est-ce que peut prendre son visage entre ses mains? On peut lui dire, écoute, là j'ai quelque chose d'important. Tu dis, mon chéri, c'est ça, c'est vachement important pour moi. Voilà. Donc déjà, on peut créer cet espace d'accueil un petit peu. Et puis soi-même, on peut développer son écoute en se disant, bah oui, effectivement, quand on me demande de poser mon téléphone, je vais peut-être pas me braquer parce que je suis sur mon téléphone, je vais peut-être pas me vexer, je vais peut-être pas dire, oh, je suis en train de faire quelque chose, je vais peut-être pas non plus passer mon temps à occuper mon temps. Je vais donner de l'espace, en fait, à l'autre. Et parmi les choses d'écoute nécessaires, c'est justement de donner ce signal dès le début de la relation, de dire, bah écoute, j'ai besoin que tu me donnes des temps d'écoute. Il faut que toi-même, tu acceptes, tu viens vers moi et tu me dis, comment ça va? Est-ce que tu es prêt à m'entendre, en fait, de te mettre en situation de réception? Donc, il faut avoir la volonté, en fait, intrinsèque de vouloir écouter l'autre. Il faut avoir envie d'écouter l'autre. Et cette envie, bah, il faut avoir envie de se dire que ça va nous apporter quelque chose à nous. Cette écoute, elle va nous apporter de l'information. Plus on va développer de l'écoute, moins c'est un piège. Donc, il faut aussi apprendre à l'autre, quand il nous transmet de l'info, justement, on en parlait dans notre première émission, hein, de ne pas avoir ce tu qui tue, un petit peu, de ne pas avoir ce message derrière. mm. Je sais pas ce que vous en pensez un peu, les filles. Bah, t'as dit plein de choses. Et alors, au niveau professionnel, j'entends l'écoute, elle peut simplement servir. Le simplement est vraiment à utiliser euh, tranquillement, mais l'écoute dans les équipes, elle peut être simplement là pour passer de l'information. Et on peut rester factuel. En sortant c'est des humains qui travaillent ensemble, ils n'ont pas d'émotion, ils passent les choses, on fait avancer la prod et point barre. Et puis, on peut rajouter aussi euh, les, les échanges interpersonnels et voir, comme tu disais, les priorités. Et tu es arrivé vers le couple, et là, bien sûr, on est dans l'émotionnel, on est dans le partage, on est dans la vie quotidienne, et donc là, forcément, il y a beaucoup plus de choses qui entrent en action. Et, c'est super riche ce que tu partages, parce que ça fait intervenir euh, différentes choses, et je resterai sur le couple, dans le sens où, oui, quand on écoute, c'est certes pour apprendre de l'autre, mais si j'écoute mes besoins, quand je suis dans l'écoute, c'est aussi
pour maintenir le lien. Et voilà, ça dépend des besoins de chacun aussi et de notre priorité du moment. Tu dis quelque chose qui est tellement vrai. C'est-à-dire, les relations, là où les femmes se plaignent énormément de tu ne m'écoutes pas, elles se plaignent du fin fond de ne pas avoir ce lien qui se Mm. crée, de ne pas sentir ce lien, de ne pas parvenir à le sentir, de ne pas avoir l'impression que le partenaire est là et qu'il est présent. Et parce qu'elles n'ont pas la même définition du lien aussi. Parce que les hommes vont avoir une autre façon d'avoir du lien, c'est-à-dire que la présence pour eux est très importante, et donc ça ne veut pas forcément dire parler. Alors que pour les femmes, il y a vraiment cette notion de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi, comprendre mon intérieur, parce que je passe mon temps à devoir comprendre mon intérieur. Et une véritable qualité d'écoute personnelle qui est souvent plus développée, c'est vrai, chez les femmes. C'est pas du sexisme, mais c'est une réalité et qui est quelque chose que les hommes ne voient pas de la même manière. Et c'est aussi de l'écoute, en fait, que de réaliser ça. C'est-à-dire de dire, OK, ils ne fonctionnent pas de la même manière. C'est déjà accepter le fait de, OK, mais moi, j'ai besoin qu'on m'écoute. Et de ne pas attendre non plus, parce qu'on vit vraiment dans cette société, où on attend tout de son partenaire. Et du coup, d'être en mode de se dire, bah, peut-être qu'on va pas forcément le chercher tout le temps chez son partenaire. On peut peut-être le chercher chez des amis, on peut le chercher dans son entourage, on peut le chercher vers les gens qui sont notre famille, mais on n'est pas obligé d'attendre tout de son partenaire. Donc c'est vrai que l'écoute, c'est aussi peut-être le fait d'écouter que l'autre, il est différent. J'aime beaucoup aussi ce que tu disais, Martine, par rapport à la notion, j'ai envie de dire, j'appellerais ça de la responsabilisation, en fait, au niveau de l'écoute. Euh, il y a effectivement, comme tu disais, le fait de mettre dans les bonnes conditions pour être sûr que l'information est bien transmise. Ok. Ça montre aussi que bah, du coup, si moi je le fais, l'autre a la possibilité de le faire aussi en disant, bah voilà, si moi je le fais, tu peux faire avec moi, dans le sens où je le conçois. Et il y a aussi au niveau professionnel, partage d'expérience, une personne dans une équipe, qui monopolise la parole, vraiment. Il y a quelqu'un qui pose une question qui ne lui est pas du tout destinée, mais d'un coup, bim, elle va sauter dessus. Ok, on peut se poser la question. Alors, on n'est pas dans le cadre thérapeutique, mais des fois, ça pourrait être rigolo. Mais quand on le voit avec un œil un peu différent, c'est rigolo. Enfin, rigolo, je me comprends, je trouve ça intéressant. Voilà, c'est ma notion. Je suis pas du tout en train de critiquer quoi que ce soit. Et je trouve ça vraiment très symptomatique de dire, ok, en fait, c'est au rôle je sais pas, de la personne qui va gérer la réunion, par exemple, ou au manager, etc. À un moment donné, c'est cette responsabilisation aussi ok, j'ai vu qu'il y a un truc, mais en fait, peut-être qu'il y a des valeurs ou autres à transmettre dans le mode de fonctionnement en disant, ben, ok, en fait, j'ai posé une question à X personnes, c'est X personnes qui étaient en train de parler. Tu vas pas lui couper la parole parce que c'est aussi cette notion d'écoute. En fait, t'es pas du tout en train d'écouter ce qu'il dit. En fait, il y a quelque chose que c'est mieux réveiller chez la personne en mode j'ai besoin possiblement d'être présente il faut pas que je loupe une occasion parce que je dois montrer que je suis là. Mais du coup, ça vient chanter en fait cette capacité d'écoute et c'est important à mon sens que il y ait une personne qui soit responsable de garantir dans un groupe effectivement cette qualité, cette capacité d'écoute. Alors, c'est pas un manager qui va gérer thérapeute en disant alors tes capacités d'écoute. Mais ça n'empêche pas de dire, de recadrer certaines choses, de dire il y a une personne qui est en train de parler, tu gardes ton idée, si vraiment voilà, éventuellement, mais laisse parler. Enfin, c'est aussi une notion de respect pour moi. On peut s'interrompre en disant ah oui, ça c'est intéressant, blabla, mais pas genre je parle pour chanter ce que l'autre est en train de dire. C'est Dans ce qu'on la disait notion tout de... à l'heure dans la notion de cadre, en fait, qui était Oui, très intéressant, c'est-à-dire de créer des cadres de réunion, de créer un token de parole, par exemple, un outil pour dire, bah voilà, c'est la personne qui tient ce token, on l'écoute, et puis on se met dans la situation. Je le fais aussi dans les situations de couple, hein, j'utilise cette histoire de token pour développer l'écoute, c'est-à-dire arrêter d'interrompre l'autre, parce qu'on a tellement de choses à exprimer que c'est compliqué, en fait, on n'arrive plus à se mettre en situation d'écouter l'autre. Et puis aussi, ça veut dire qu'on n'a plus confiance dans la parole de l'autre, hein. Ne plus écouter, c'est aussi une façon, des fois, on se chante de l'écoute. Oh là là, ça y est, c'est le break publicitaire, en fait. Alors, je veux vous parler de... T'es en plein d'une conversation ou d'un sujet qui est important, puis la personne, tout d'un coup, elle se met à parler, elle coupe la parole à la personne pour parler d'un autre sujet, ça fait vraiment coupure publicitaire, on est d'accord. C'est pas forcément très agréable. Donc, c'est assez compliqué. Ouais, je pense que c'est un truc que tu lèves qui est assez intéressant, ça. Je pense qu'il y a un peu un truc de quand on est en train d'écouter quelqu'un et qu'on a besoin tout d'un coup d'intervenir, il y a une espèce de truc de ah oui, il faut que j'existe, il faut que je sois là. Donc, comme tu le dis, il y a un aspect un peu thérapeutique
Peut-être pas que le Mm. manager peut pointer, mais peut-être que le manager pourrait dire, écoute, tu auras ton moment à toi pour briller dans la lumière. Maintenant, accepte que la lumière, elle soit faite sur les autres et que cette lumière qui est faite sur les autres, bah, elle est là pour justement permettre d'avoir de l'information. On est tous en train de capter de l'information, donc ça reste assez important. Mm. C'est partie aussi du cadre et des valeurs de l'équipe, de respecter la parole de l'autre et Mm. son temps de parole. Tout à fait, tout à fait. D'après vous, j'aimerais vous poser une petite question en fait, et pour conclure cette émission un petit peu. D'après vous, c'est quoi les tips, on peut dire, d'amélioration de son écoute, mais aussi quelles sont les choses qu'on gagne en fait à être écouté? Qu'est-ce que c'est les conséquences dans la vie de tous les jours que d'être écouté? Alors, je vais parler pas forcément des tips tout de suite, mais de ce qu'on gagne. Euh, pour être écouté chaque semaine, voilà, avoir mon temps à moi, euh, je gagne, en fait, c'est comme si mon cerveau était aéré. Voilà, je gagne une sorte de clarté mentale. Généralement, j'arrive au début de mon temps d'empathie avec une sorte de charge ici, et j'en ressors en fait comme si voilà, j'avais ouvert la boîte crânienne et j'avais aéré l'ensemble. Je me sens plus sereine ou plus en joie. Après, ça dépend, voilà, de, de ce qui s'est manifesté, mais c'est un petit peu comme si on m'avait donné un édredon et puis que j'avais pu, voilà, me poser dessus. C'est mon temps à moi et j'ai été voir ce qui était à l'intérieur. Mais c'est par rapport à moi encore une fois. Mais oui, 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 je pense que quand on l'offre à quelqu'un, par exemple à nos clients, euh, d'une part, comme tu disais, Anne, ils n'ont pas forcément l'habitude de ce temps d'écoute, de cette bande passante qui s'ouvre à leurs paroles. Et ça permet, au fur et à mesure des séances, en fonction de ce qui a émergé, de faire remonter cette confiance en soi, cette confiance en la relation avec l'autre. Et, et je pense que j'allais dire c'est vital, mais oui, je pense que c'est vital de, de, de recréer ce sentiment intérieur des personnes qu'on accompagne. Se sentir écouté, c'est la capacité de savoir qu'il y a quelqu'un qui entendra si on exprime un besoin, hein. C'est de la survie, hein. Mm. Ouais. C'est de la survie, hein, pure et dure, hein. Anne, les conséquences pour toi d'avoir expérimenté l'écoute. Euh, pour avoir expérimenté l'écoute, et ça va dans les deux sens, d'être écoutante, certaines qualités, vraiment pour moi, il y a le mot de confiance qui se pose. Pour moi, c'est vraiment, j'ai envie de dire, l'essence même. C'est quelque chose qui pour moi est précieux parce que voilà, c'est tout un résumé de tout ce qu'on a dit sur ces deux épisodes. Euh, pour moi, c'est d'avoir un espace où il n'y a pas de jugement, je peux poser ce qui est juste. Et moi, pour moi, ça instaure la confiance. Et je le vois avec les humains, je le vois avec ma jument. Le fait de l'écouter, ça a amené d'observer, d'être dans une sensation parfois très fine. Mais en fait, ça a créé, ça renforce ce lien et qui fait que ça amène des choses des fois qui sont très fortes et qui a des conséquences sur des choses des fois qui sont totalement anodines. Parce que c'est-à-dire que tu as des trucs qui sont... Tu sais que tu as été écouté, entendu, du coup, d'un coup, tu peux te permettre de faire d'autres choses, où tu dis, OK, ça crée un truc, en fait, dans la relation qui, pour moi, est essentiel. Et c'est génial pour avancer en ce sens-là. Et avec la confiance, on fait beaucoup de choses. Et on va encore plus loin. Donc, quel que soit le niveau de relation avec la personne ou l'animal, je trouve que c'est hyper riche, ça l'entretient, tout simplement. Je pense aussi que l'écoute, c'est vraiment de se sentir compris. Se Mm. sentir écouté, c'est se sentir compris. C'est-à-dire, dans le sens vraiment primordial du terme, c'est-à-dire pris dans son ensemble, pris Mm. avec. C'est Ouais. si on est écouté, alors on peut attendre que l'autre ait notre meilleur intérêt à cœur parce qu'il l'a entendu.
Il sait Oui, ce c'est que ça. c'est, il sait ce que l'autre a envie de, enfin ce qu'on a envie de faire. Donc il y a un côté de se sentir aimé derrière, clairement Ah l'écoute. oui, oui. Donner de l'écoute, c'est de l'amour, Mm, c'est de le ouais. pur amour. Je pense que c'est là où nous, dans notre position de thérapeute, on peut des fois créer le transfert, la fameuse attitude de transfert qui est celle de notre client ou notre cliente peut nous identifier à une bonne amie ou à une confidente ou même des fois peuvent tomber amoureux pour parce que ça remplit en fait ce rôle qui était tellement attendu d'écoute en fait. Ça crée en fait une relation d'amour. C'est à nous dans le cadre d'utiliser ce transfert en expliquant à la personne qu'effectivement c'est dans le cadre thérapeutique qu'on est. Il est en train de découvrir une personne qu'on est seulement dans ce cadre-là. Ils savent pas qui on est réellement, donc ils sont pas amoureux de nous. Ils sont amoureux de l'idée de nous. Ils sont amoureux de l'idée d'être écoutés. Donc on leur éclaircit en fait ce genre de choses. Enfin amoureux ou ils aiment ou ils apprécient. Enfin peu importe. On est là pour éclairer un petit peu les clients, mais c'est vrai que l'écoute, ça crée de l'amour, Vraiment, il y a un truc de, moi, si je veux donner un tips de, bah, si vous voulez que les gens autour de vous, ils se sentent aimés, écoutez-les, Écoutez-les, ils vont se sentir vraiment aimés. Et n'hésitez pas à leur faire un feedback en leur demandant, bah, est-ce que ça t'a fait te sentir bien, de te sentir écouté? Est-ce que tu t'es senti écouté? Est-ce que tu as l'impression que ce que je t'ai répondu ou ce que je t'ai posé comme question, ou ça t'a donné cette impression de présence, d'existence? Et moi, je le remarque beaucoup avec les personnes qui sont assez oppressées au niveau de la parole. Elles vont avoir ce besoin, en fait, de déverser. Il y a une logorrhée qui s'installe, en fait, dans le cadre thérapeutique. Et le début de la thérapie, c'est une vague, en fait, d'informations qui tout d'un coup se déverse jusqu'à ce qu'on arrive au silence. Et quand on a ce silence, on a le droit aussi d'écouter le silence. D'ailleurs, vous l'avez vu au sein de cette émission, on est très à l'aise avec le silence. On est vraiment en mode où on aime bien laisser des blancs ou des silences un peu dans les conversations, parce que justement, c'est des moments de réflexion aussi. Et c'est une façon aussi de montrer que ben, on apprécie la personne en face. Voilà. Et ben, on arrive au terme de cette émission. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'écoute, les filles? Est-ce que vous voulez dire aux gens un truc particulier? À part Moi, lavez-vous les j'ai oreilles et prenez des cotons-tiges de temps en temps. Enfin, moi, j'ai juste envie de dire que apprendre à écouter, ça amène encore vraiment beaucoup d'autres choses. On en apprend beaucoup sur soi, en fait, par cette écoute. Et on en apprend aussi beaucoup sur l'autre, en fait. Et quand on est curieux des gens, j'ai envie de dire, quand t'aimes les gens, tu les écoutes. Ça revient avec ce que tu disais, Martine, sur la notion d'amour. Et parce que il y a ce véritable intérêt et en fait ça amène encore vers d'autres niveaux et quand il y a des gens qu'on s'intéresse sincèrement, en fait c'est un espace du cœur en fait pour moi vraiment. L'écoute c'est un espace du cœur et ça se feinte pas parce que ça se sent. Donc faites-le vraiment et faites-le bien ou le faites pas et soyez honnête en ne le faisant pas. j'aime beaucoup ce que tu dis. Catherine? Oui, j'étais en train d'écouter Anne et de me laisser porter parce que, parce que tu venais de partager. Et oui, pour moi, en fait, l'écoute, comme on disait au départ, c'est un peu notre seconde nature à toutes les trois. C'est quelque chose qui fait partie de nous, qu'on a appris, qu'on a ajusté, qu'on a vécu, aussi bien pour être écouté que d'écouter l'autre. Et je dirais que dans l'espace qu'on accorde à l'autre, on lui permet d'exister et d'être, simplement. Je pense que, en plus, tu es en train de dire un truc super important. Je pense que soi-même, quand on se met en position d'écoute, on se donne aussi la position d'être. On n'est pas obligé de faire. On peut Ouais. être. On est dans la Mm. situation, on peut écouter et être, juste être. Et je pense que l'écoute, c'est aussi un cadeau qu'on se fait à soi-même. C'est un vrai cadeau d'existence, de j'ai le droit d'exister dans cet espace-là. Je vous propose la question de notre précédente invitée, qui fait des cercles de parole de femmes tout particulièrement, donc c'est aussi ce sujet de l'écoute. Elle voulait vous demander, qu'est-ce que c'est que la sororité pour vous? Qu'est-ce qu'on a fait? Euh, pour moi, la sororité, rien que le mot, en fait, gonfle mon cœur. Parce que je pense que j'ai un gros besoin de lien. Pas forcément en réel, mais simplement ce lien, cette énergie qui rassemble. Et, et c'est ça pour moi la sororité, c'est ce lien entre femmes, parfois câblées de la même façon, qui fait que
on s'élève, on s'élève, il y a un soutien, mais je le vois d'une façon plus spirituelle. On s'unit, on s'élève. Mm. Intéressant. Bah, c'est marrant parce que j'ai créé un oracle des femmes inspirantes. Dedans, la carte sororité est représentée par une femme qui a fait en sorte que plusieurs femmes de plusieurs religions se sont unies pour faire bouger les lignes politiques de leur pays, même si c'était des religions qui n'étaient pas compatibles entre elles. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Et elle a réussi à réconcilier ça. Je pense que la sororité, c'est aussi cette réconciliation. C'est-à-dire, c'est cette possibilité de se dire, on est toutes des sœurs et on peut toutes se soutenir les unes les autres et s'apporter du bien-être et des bienfaits les unes aux autres. Donc pour moi, c'est une dimension, on arrive au terme de l'émission, ça s'entend. C'est une dimension tiens, je te reconnais comme le fait de tu es ma sœur, même si tu es différente. C'est d'accepter cette notion aussi d'inclusion. Et ben, je vous remercie infiniment pour cette émission et pour ce partage et pour vos expériences. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, vous pouvez le faire. On vous mettra les liens dans les informations. Vous pouvez commenter cette publication. Vous aurez les coordonnées de Catherine et les coordonnées de Anne et ainsi que mes coordonnées si vous voulez échanger et si vous voulez être écouté. On vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. À bientôt!